Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de PTDR Techie, une émission qui a pour concept de vous présenter la vie de quelqu'un, ses combats et ses occupations. Nous partons du principe que tout le monde, même un parfait inconnu qu'on peut croiser dans la rue, a une histoire intéressante à raconter. On aimerait également donner la parole à des personnes que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre en leur tendant le micro dans cette émission. Moi c'est Enzo et je suis accompagné de Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Enzo. Nous sommes toutes les deux étudiantes en sociologie et nous aimons raconter et écouter des histoires. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette émission pour vous faire écouter des récits captivants, touchants, voire même motivants. Et aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire de Anxio. Bonjour Anxio. Salut Chloé, salut Enzo. Alors, pour commencer, quand tu rencontres un inconnu, comment tu te présentes ? Alors, comment je me présente ? Tout d'abord, je me présente sous mon nom de civil, donc Lucas. Lucas, 25 ans, habitant à Toulouse depuis 8 ans. J'ai bougé entre-temps un peu dans quelques villes, mais toujours un pied-à-terre ici à Toulouse du coup. Travaillant un peu et de plus en plus dans le milieu de la scène, le milieu artistique. Donc du coup, je suis drag queen. Et voilà, je bosse aussi un peu dans le milieu techno avec des copains. On a un collectif qui s'appelle le collectif Convergence des Sluts, où on organise des événements dans différentes villes, donc basés sur Toulouse, Lyon et Grenoble. Et on s'amuse beaucoup sur ça et j'aime beaucoup sortir, rencontrer du monde, apprendre des gens. Du coup, tu nous parlais de la scène du drag. C'est quoi le drag pour toi ? Oula, alors, le drag, c'est assez vaste. Le drag, pour moi, c'est un art d'abord qui consiste, je dirais en tout cas pour ma part, à se transformer ou alors adopter un personnage ou un univers, une expression, un physique qui est opposé à celui que j'occupe au quotidien. Et ça peut s'exprimer de différentes façons. Donc il y a la scène, il y a tout ce qui est projet photo, vidéo. Donc voilà, artistiquement parlant, c'est un bon exécutoire je trouve. On peut mettre tout ce qu'on a dans la tête et toutes nos références, toutes nos passions et compagnie. Moi pour ma part, je mets tout dedans. Et c'est comme ça que j'exprime plein de choses. C'est quoi qui t'a amené à performer en drag ? Ce qui m'a amené à performer en drag, alors... j'en faisais un peu il y a quelques années, mais je faisais surtout la fête en drag. C'était très drôle. Et j'ai rien fait pendant un long moment. Et après, c'est grâce à certaines queens toulousaines que j'adore, dont Mika Rambar, Belladonna, Elliot Desadelphes et Milal Caprice, qui avaient fait appel à moi pour la toute première Sex Appeal. Je ne sais pas si vous voyez, c'est soirée techno organisée au Rex. Par le collectif La Madone du coup. Et ça a été ma première scène, on m'a contacté du coup pour danser pendant les sets. Et c'est un peu ça entre guillemets qui m'a un peu lancé sur la scène. Et t'avais déjà des bases de danse ou de scène à l'époque ou c'est juste tu t'es lancé comme ça Oula, alors j'avais pas forcément de base de danse à part celle de danser en soirée, chose que j'adore. Après base d'acting et compagnie, c'est un peu venu au fur et à mesure parce que c'est vrai qu'une fois que tu passes de ce que tu es au quotidien et quand tu passes de cette créature totalement extrapolée, c'est un peu automatique, en tout cas pour ma part, au niveau de l'acting, l'expression. Voilà quoi, mon personnage, ça a été un peu compliqué au début de prendre confiance sur scène, mais après, au fur et à mesure, ça vient et là, j'ai eu l'occasion de faire de plus en plus de choses cette année et je suis grave contente et grave refaite. Comment tu décrirais un peu le milieu artistique qui entoure ta drague, tout ce qui est l'art, le make-up, la vibe de ta drague ? Ou alors il y a plein de choses. Donc il y a le maquillage. Au niveau du maquillage, c'est moi qui fais tout toute seule. Donc plein de produits à acheter différents. Beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de self-control pour arriver à avoir un rendu qui te convient. Après, au niveau des looks, je sais pas coudre, mais je sais un peu rafistoler, faire quelques trucs, donc j'arrive à créer des looks qui me ressemblent assez. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais après, il y a certaines drags qui savent coudre et font des costumes magnifiques. Et ça, c'est quelque chose que j'admire énormément. Il y a aussi au niveau des perruques, en tout cas pour ma part, pour mon drag, parce que j'aime bien avoir une expression assez féminine. Donc je sais un peu coiffer,
je sais faire quelque chose, mais je ne sais pas non plus faire extrêmement de choses. Donc, tout ce qui va être crépage, bouclage, wig énorme, chose que j'adore, je ne sais pas faire. Mais il y a ça, il y a plein de choses. Il y a aussi tout ce qui est apparenté à la mise en scène, la scénographie. Voilà, il y a plein de corps de métier qui regroupent cet art. Est-ce que tu te souviens de ta première fois en drague? À ma toute première fois en drague, alors c'était pour un apéro. C'était un moment, hein, c'était, je pense, en 2018 ou quoi. C'était juste une fois comme ça, c'était très drôle, on a passé une soirée très drôle. Après, je me souviens aussi de ma première fois en drague dans un lieu public, ce qui est très différent. Voilà, c'était dans des clubs à Toulouse. Et là, tu te rends compte de plein de choses, t'es perçu d'une façon très différente de ce que tu es au quotidien, comme j'ai dit. Des fois, il y a des mains baladeuses, des fois, il y a des retours plutôt cool, donc ça, c'est grave bien. Mais des fois, il y a des gens qui comprennent pas trop, donc ils vont vouloir te toucher la perruque, te toucher les fesses, le corps et compagnie. Ça, c'est un peu plus problématique, donc il faut réussir à un peu être ferme sur ça et savoir poser ses limites. Comment t'es venu ton nom de drague? Alors, c'était avec une copine, donc du coup, je récapitule mon nom de drague Anxio Lipstick, même si je préfère qu'on m'appelle Anxio. On balançait des jeux de mots comme ça, et elle a sorti ce mot-là, du coup. Directement, ça m'a interpellé, j'ai adoré, donc je me suis dit, why not? J'ai commencé à le mettre comme blaze Insta, avant de vraiment me lancer dans le drag. Et je l'ai gardé, du coup, pour le drag. Donc c'était plutôt cool. Et j'aimais bien aussi l'idée de rendre quelque chose qui n'est pas drôle, assez fun. Donc un Anxio lipstick. Qu'est-ce que si le drag n'était pas arrivé dans ta vie, tu aurais fait? Si c'était pas arrivé dans ma vie, bah alors niveau professionnel, je pense que moi j'ai bossé dans plein de corps de métier, donc j'ai bossé dans l'aide à la personne, j'ai bossé dans la vente beaucoup, vente de fringues, j'ai aussi bossé dans un sex shop cette année dernièrement, mais s'il n'y avait pas eu le drag, je pense que j'aurais eu un métier assez banal et peut-être pas une passion aussi prenante que le drag. Parce que le drag, j'en vis pas, très honnêtement, même si un jour, why not, on verra avec le temps et la confiance. Mais ouais, ça apporte un petit coup de peps dans ma vie en vrai, et ça me fait beaucoup de bien. Cette dernière année, ça m'a fait beaucoup de bien. Provoqué beaucoup de stress aussi, parce que je suis une personne très stressée de base. D'où le nom. Ouais, voilà. Et tu passes combien de temps à peu près pour te mettre en drague et après, ça te prend combien de temps, par exemple dans une semaine où tu vas avoir des soirées, tout ça, combien de temps ça te prend? À me préparer, alors moi au niveau des gigs, je sais pas si c'est un mot qui vous parle, les gigs ça va être les dates en gros de performance et compagnie. Je suis souvent en stress, du coup habituellement je peux mettre, on va dire make-up compris, tenue et compagnie, 4-5 heures pour les gigs, donc les événements. J'essaye de speeder un peu plus le truc. C'est quelque chose que j'apprends au fur et à mesure à savoir me préparer rapidement et on time, mais je dirais que je mets à peu près 3 heures. Oui, voilà. Tout à l'heure, tu parlais du coup d'autres dragues que tu connais sur Toulouse. Est-ce que tu dirais que, sur Toulouse particulièrement, qu'il y a une vraie communauté, une vraie solidarité entre les dragues de Toulouse? Alors, moi, ce que je trouve au niveau du milieu drague toulousain, c'est qu'il y a... Personne se ressemble. Il y a tellement d'univers différents et de la place pour tous. C'est ce que j'ai remarqué, moi, parce que je me suis un peu... on va dire, et j'aimerais me spécialiser un peu plus dans la performance pendant les sets techno. Mais oui, je pense que c'est très facile de pouvoir se faire une place dans le milieu drague. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de compréhension envers les unes les autres, et beaucoup d'univers grave cool. Donc si quelqu'un hésite ou quoi à se lancer, je lui dirais fonce. Voilà. Oui, et puis moi, ce que je trouve aussi génial dans la scène drague toulousaine, c'est qu'il y a aussi des drag kings. Qui prennent quand même pas mal de place à Toulouse, alors que c'est quelque chose qui est très peu répandu, je trouve. Et je trouve ça génial. C'est incroyable. C'était mon petit avis personnel. Du coup, on va peut-être commencer à élargir le sujet sur la communauté et la culture queer. Mais avant ça, c'est quoi ta définition de queer? Queer, pour moi, c'est ne pas se reconnaître ni appartenir au carcan de la société, à tout ce qui nous a été inculqué depuis l'enfance, sur des trucs de construction, déconstruction, voilà, ne pas se reconnaître là-dedans, en gros, dans les règles hétéronormatives. Du coup, toi-même, tu te considères comme une personne queer? Oui, ah bah oui, je pense.
Tu seras d'accord pour dire que l'univers drag et l'univers queer sont très liés? Pour moi, le drag, après ça dépend parce que je pense que tu peux être une personne cis hétéro et faire du drag aussi, mais je pense que c'est lié et que qu'importe la personne qui fasse du drag est queer selon moi, en tout cas. C'est peut-être aussi lié à ce côté militant du drag. Oui, parce que pour moi, s'afficher de cette façon, de manière transformée, extrapolée, qui n'a rien à voir avec les expressions de genre ou d'identité ou compagnie que tu peux croiser dans la rue, oui, enfin pour moi c'est politique. Parce que oui, il y a beaucoup cette notion de lutte dans la culture queer. Est-ce qu'il y a une cause en particulier dans laquelle la culture queer lutte au quotidien qui te touche, qui te tient à cœur particulièrement? Ah oui, enfin oui, il y en a plusieurs. Il y a tout ce qui va être lié à la transphobie, la folophobie, le racisme, le classisme aussi beaucoup. Je pense que tout ça, ça englobe un peu les luttes queer, quoi. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la folophobie? La folophobie, alors, c'est quelque chose aussi qui est présent aussi dans les milieux queer, si je peux dire, dans les milieux gays particulièrement. Ça va être rejeter ou ne pas vouloir d'une personne parce que c'est une folle en gros, parce qu'elle est efféminée ou apporte du maquillage, ou tu vois, par exemple un gay qui porte du maquillage ou met du vernis ou quoi, va pas forcément attirer un certain type de garçon, donc je sais pas, les PD masculins un peu musclés et compagnie qui prennent énormément de place dans certains événements, même s'ils sont pas forcément tous méchants, mais c'est une réalité, c'est quelque chose qui est présent et que j'ai pu subir et que plein d'amis ont pu subir. Donc, Et c'est intéressant ce que tu dis parce que même au sein de la communauté queer, qui est quand même une communauté globalement opprimée, il y a quand même des schémas d'oppression qui quand même se développent dans cette communauté. Il y a quand même aussi encore beaucoup de racisme dans la communauté queer aussi, et c'est intéressant de parler du fait que la communauté queer n'est pas non plus parfaite à 100% et qu'il y a encore du travail à faire au quotidien, tout le temps, partout. Ah oui, je suis complètement d'accord. Je pense que faut pas oublier aussi ça, c'est un truc qui est, je trouve, un peu présent dans l'intracommunautaire, c'est que oui, certes, on la même galère, les mêmes oppressions et compagnie, mais il faut pas oublier l'essentiel, c'est que, comme je l'ai dit, c'est la même galère pour tout le monde, donc il ne faut pas compliquer les choses entre nous-mêmes, mais enfin voilà, j'espère qu'avec le temps, les choses s'amélioreront au niveau de ça et que chacun réfléchira à ces sujets. Ok, je voulais juste rappeler pour un petit point chiffre, d'ailleurs selon le magazine Têtu, qui est un journal d'actualité LGBT, les violences anti-LGBTQ+, recensées en France, ont doublé en 5 ans. Donc ça, c'est aussi significatif de mouvements sociaux et des oppressions aussi que vive la communauté queer au quotidien. Oui, clairement. J'ai d'autres chiffres aussi, selon France Inter. Il y a 12% de crimes et délits anti-LGBTQ+, en 2021, en plus du coup. 2021, c'était aussi l'année juste après le confinement, donc on était encore dans une sphère très numérique, donc on pourrait suggérer d'un point de vue sociologique que le fait que les personnes soient plus sur les réseaux sociaux à ce moment-là a augmenté les violences sur des minorités et là, sur des groupes oppressés, et là en l'occurrence la communauté LGBT. Et du coup, comment toi tu réagis face à cette augmentation de la violence? Parce que on fait que de penser que avec le temps ça va aller mieux, que les gens ils vont comprendre de plus en plus, mais au final on se rend compte que c'est pas forcément le cas. Comment toi tu vis cette chose? J'ai très peur. Non, parce que c'est vrai que je pense que ces dernières années, oui, il y a eu beaucoup de chemin qui a été fait sur des bails de déconstruction et compagnie construction, et beaucoup plus de compréhension, et je trouve que les jeunes sont de plus en plus éduqués et plus tôt, mais aussi à côté de ça, et c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup l'inverse aussi qui s'est développé ces dernières années. Donc, ouais, ça fait un peu peur, c'est un peu paniquant, mais je pense qu'il faut aussi toujours se rappeler du positif et pour chaque personne queer rester bien entouré avec des personnes qui te comprennent,
qui t'apprécient à ta juste valeur. Et voilà, je pense que c'est des choses qu'il ne faut pas oublier, le positif. Parlant de positif, pour moi, il y a quelque chose qui m'a marqué récemment, c'est cet été, la série Drag Race France, qui est sortie sur le service public et qui a fait un carton en audience. Est-ce que tu penses que c'est un bon début pour, du coup, déconstruire le plus large public qui n'est pas forcément habitué à avoir du drag à la télé Ah bah ouais, de ouf. Je pense que ça a bien contribué. C'est même mes parents qui ont toujours eu du mal avec ça et compagnie. Maintenant, bon, je dis pas que c'est non plus l'apothéose, mais le tolèrent et comprennent que c'est un art et qu'il y a une réelle démarche. Donc oui. Puis même, je vois tous mes potes hétéros et compagnie qui n'étaient pas du tout familiers au truc commencer à s'y intéresser. Ce qui était un peu frustrant parce que j'étais là, j'en faisais avant un peu quand même. Mais Et du coup, la série Drag Race France, qui est une sorte de télé-réalité en soi adaptée du programme américain RuPaul Drag Race. Et comme tu as dit, qui a été un carton au niveau des audiences. Juste, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette saison 1 ? J'ai trouvé ça très impressionnant. Très bon casting, c'était très drôle. Beaucoup d'émotions à un high level aussi quand même. Les runways, je pense qu'en France, là, ils ont envoyé du lourd en vrai. Ouais, j'en ai pensé que de bonnes choses. Beaucoup de queens différentes, de challenges différents. Beaucoup de bienveillance. Ils ont abordé des sujets aussi cool, donc ça, c'est top. Et du coup, je me pose la question, est-ce que toi, tu te verrais genre à la saison 2 postuler, tout ça ? On va attendre un peu, je pense. On va attendre quelques années encore, voir si je suis encore... si j'ai pris confiance dans mon drag ou si j'ai assez confiance pour postuler ou quoi. Mais pour le moment, c'est pas dans mes projets. Je pense qu'il y a plein d'autres drags tellement talentueuses que je verrai bien avant, mais pour l'instant, c'est pas dans mes projets. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un avant et un après Drag Race France, notamment au niveau de la scène drag ? Je trouve déjà qu'il y a eu un après de ouf, parce que depuis la diffusion de Drag Race, moi, de ce que j'ai pu voir dans les villes, c'est qu'il y a beaucoup plus d'événements, beaucoup plus de shows, de soirées, compagnie qui se sont faites. Donc ça veut dire que je pense qu'il y a le public répond présent et qu'il y a une réelle demande au niveau de ça. Et oui, rien que pour ça, je pense qu'au niveau de l'après, oui, en tout cas. Et puis j'avais vu des vidéos sur les réseaux sociaux parce qu'il y a, pendant les premières diffusions d'un épisode, il y avait des soirées organisées par des bars avec des drag shows en même temps. Et le soir de la finale, dans un certain bar à Paris, il y avait un monde, on aurait cru que c'était la Coupe du Monde. J'ai vu. C'était hyper impressionnant. Du coup, je milite pour qu'à Toulouse, il y ait aussi ce genre de soirée, parce que ça donne de la visibilité à la scène drag toulousaine. Et puis, ça permet de passer du bon temps en parlant de drag, quoi. C'est génial. Oui, mais je crois que je vois la vidéo dont tu parles. On dirait Loana à la sortie du loft. Ouais. Mais je me demande pourquoi il n'y a pas eu du coup de regroupement comme ça à Toulouse. C'est quand même une grande scène de drague. Parce que je crois que ce dont tu parles, c'était le soir de la finale, non ? Oui. Oui, voilà. Mais après, je pense que c'est pour ça. J'ai même vu des villes qui, tout le long de la saison, même il y a eu à Nantes, il y a eu à Lille, je crois aussi, des villes qui en faisaient. Du coup, voilà, si quelqu'un à Toulouse veut organiser ce genre de soirée et nous écoute, s'il vous plaît, ce serait avec grand plaisir. Nantes, Lille et pas Toulouse. Des after-shows, vous voulez dire ? Ouais, des after-shows ou alors juste, je vois ce que vous voulez dire. Juste des soirées dans des bars où on regarde tous ensemble. Oui, ça, des visionnages. On kiffe ensemble, ouais. Okay. Comme un peu la Coupe du Monde, quoi. Oui. Ouais, ce serait top, ça. Après, je sais que les queens locales se décarcassent beaucoup pour créer des événements faut qu'ils conviennent à plein d'univers différents et compagnie, mais peut-être l'année prochaine. Ce serait cool. Je reviens sur Drag Race France par rapport à l'avant et l'après. Drag Race France, juste avec un court épisode où on a mis un peu en avant des drag kings. Je pense qu'il y a plein de personnes qui n'étaient pas forcément au courant, tout ça. Donc, parce que tu en parlais tout à l'heure que la scène drag king est très peu mise en avant. Donc déjà, je pense personnellement qu'il y aura un après aussi par rapport à ça. Oui, je l'espère. Et après, comme tu l'as dit tout à l'heure, à Toulouse, il y a une scène drag king qui se développe énormément. Donc je sais qu'il y a la maison Clinquante, il y a la maison Sainte-Paillette où il y a plein de drag kings aussi. Et oui, je vois que ça se développe. Ils proposent de plus en plus d'événements et compagnie. Donc en tout cas, à Toulouse, je trouve ça grave cool. Donc il y a quelque chose qui se fait. Et c'est plutôt beau à voir. Et il y a aussi les Club Kids. Est-ce que tu t'y connais un peu ? Est-ce que tu pourrais nous expliquer ?
Ouais, je peux essayer. Alors, Club Kid, à la base, c'est un mouvement qui a été créé dans les 90s. Je crois que c'était à New York. Je sais pas si vous voyez des artistes comme Lee Bowery, artiste Club Kid, qui est super. Je sais pas si vous voyez le film Party Monster aussi. Bref, Tout. Non. c'était avec... il y avait un Club Kid, notamment James St. James. Et un ami à lui, je ne sais plus comment il s'appelle, désolé, qui avait créé des soirées, donc Club Kid, où les gens venaient... si vous voulez, accoutré d'une certaine façon, donc comme du drag, mais un peu plus conceptuel, un peu avec des choses très colorées ou des objets ou compagnie. Donc je vous invite à aller taper Club Kid sur Google, vous verrez, c'est grave cool. Et on a des Club Kid aussi super cool, je trouve, à Toulouse. Et oui, donc du coup, c'est un mouvement qui a été créé dans les 90s à New York. Et ils créaient justement, ils proposaient leurs soirées. Et c'était un peu la débandade et compagnie. Et je pense que c'est ça qui a initié ce mouvement. C'est plus dans la vision alternative du drag. Oui, voilà, après, avec un rendu pas forcément genré, plus arty, on va dire. Juste comment tu définirais le drag alternatif pour les non-initiés qui nous écoutent? Bah ça, je pense, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Un drag alternatif, je sais pas, c'est... par exemple, les club kits, pour moi, sont très alternatifs. Ça va être, là, par exemple, des drag queens qui ne sont pas forcément dans les carcans des drag queens qu'on a pu voir à une certaine époque. Donc, la longue robe à strass, cintrée et compagnie. Peut-être des choses un peu plus trashos. Bah, par exemple, samedi dernier, j'ai performé à la TBM. Soirée donc Techno Body Music, où j'ai pu faire des choses un peu cool sur scène, qui sortaient un peu de ce qu'on peut proposer en tant que drag queen et compagnie. On s'est versé des choses sur le corps, on a fait du corps à corps, on a fait un peu les folles, donc ça c'était grave cool. Et après, ouais, drag alternatif, on a tellement. Tu peux jouer à l'aurore, tu peux jouer le dégoût, tu peux jouer ouais, plein de choses comme ça, je dirais. Est-ce que tu penses que du coup dans ces soirées, Mhm, parce que du coup c'est des soirées où il y a beaucoup de liberté, mhm. est-ce que tu penses que ces libertés c'est mieux de les garder dans un contexte de soirée ou est-ce que tu penses que justement il faudrait que tout le monde soit libre au quotidien et fasse ce qu'ils veulent? Si tu parles de quelle soirée, la Techno Body Music? Oui. Bon, après, ça, c'est une soirée un peu particulière, donc c'est un peu vibes moins de 18, BDSM et compagnie. Mais pour les soirées drag et compagnie en général, je pense que si ça peut aider des gens dans leur expression ou à se découvrir eux-mêmes, je pense que ça aide en tout cas. Je pense que ça peut aider au quotidien. Et concernant aussi le genre, ça peut permettre aussi Ah oui, de... tout à fait, oui. Toi, Ouais, ouais. est-ce que par exemple, est-ce que tu as eu des questionnements sur ton genre après t'être mis au drag ou t'en avais déjà avant? Après, moi, j'ai un cercle d'amis qui est plutôt queer depuis un moment, donc les questions de genre, j'ai eu l'occasion de me les faire un peu avant le drag, mais c'est vrai que le drag m'a permis d'avoir plus confiance sur certaines choses et de me dire, ok, bon, tu peux être Lucas au quotidien, avoir l'expression que tu veux, être stressé, mais t'aller de t'afficher devant une foule entière en bikini avec une grosse wig pimpée, donc ça m'a un peu permis d'avoir plus confiance en ma féminité, on va dire. Et du coup, pour toi, qu'est-ce que Anxio apporte à Lucas? Un petit peu profond. Bah, comme je le disais tout à l'heure, je suis une personne très stressée, donc un peu galérienne, donc au niveau des préparatifs et compagnie, c'est souvent l'apocalypse. Mais après, quand je vois des vidéos ou rendus et quand je me vois sur scène, j'avoue que je suis plutôt fier. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas forcément eu avant, en tout cas, enfin, artistiquement et compagnie. Donc ça m'a apporté de la confiance artistiquement, on va dire. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce que tu estimes que tu as une famille drag? Non, j'ai plein d'amis drag très proches, mais je peux pas dire que j'ai une famille drag non plus. Après, je trouve qu'à Toulouse, il y a énormément de bienveillance et de ce que j'ai pu vivre cette année, c'est que tout le monde est pote avec tout le monde et je pense que on peut dire que c'est une bonne grosse famille, une bonne grosse cousinade. Après, j'ai une famille queer par contre et ça n'a pas de prix. Oui, parce que il y a beaucoup cette notion dans le drag de famille ou Ouais. de maison avec la mother qui, Oui, Ouais. bah qui oui, est oui. au milieu et qui du coup on remplace parce que le drag à la base c'était aussi une manière d'exprimer sa féminité mais qui était assez mal vue à l'époque. C'est pour ça que ces familles se sont créées un peu. Oui, bah il y avait aussi ce concept de famille dans la ballroom scene, je sais pas si vous voyez. Je vais juste expliquer un petit peu du coup, la ballroom. Ah, la ballroom.
Alors, bon. La ballroom, c'était... Bon, ça existe depuis plus longtemps que les 90s, je crois. Je sais pas si ça a été créé dans les années 70 ou 80. C'était des concours où il y avait plusieurs catégories comme les runways, la danse, donc le voguing, et où il y avait... Et justement, dans ces catégories, il y avait des catégories. Donc, je sais pas si vous voyez ce bail de Category Is, où il y avait des thèmes différents sur lesquels ils devaient danser ou déambuler. C'était pour la plupart des personnes racisées. Et je pense que c'était important justement qu'il y ait cette notion de famille pour pouvoir évoluer dans la société, surtout à l'époque. Donc voilà, pour des personnes racisées, trans, je pense que ça a été des grands fondateurs de tout ça en tout cas. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un message qui peut-être te tient à cœur, que tu veux diffuser sur Campus FM Ouais, sur lequel on t'a pas posé de questions, on n'a pas forcément pensé. En tout cas, si y a des personnes qui doutent ou quoi de se lancer dans le drag, je leur dirais de le faire. Parce que si moi j'ai réussi à faire ce que j'ai réussi à faire ces derniers temps, je pense que n'importe qui peut le faire. Et c'est un bon exutoire, tu mets tout ce que tu veux dedans et... N'ayez pas peur, n'hésitez pas. Du coup, maintenant, quand on te connaît un peu plus, yes. Quand on te demande PTDR, t'es qui? Tu réponds quoi maintenant? Je sais pas. Je suis Lucas, tantôt anxio, donc petite bimbo raver, 90s, 2000, 80s, et aussi une personne qui vous veut du bien. Merci Anxio d'avoir répondu à nos questions et d'avoir raconté ton histoire. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast avec des informations supplémentaires pour approfondir le sujet sur le site de Campus FM, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. Retrouvez aussi PTDR Techie sur Instagram, où on va vous partager les dernières infos liées à l'émission. Et si tu souhaites que ton histoire soit racontée dans PTDR Techie, n'hésite pas à nous en parler directement sur Instagram. Et on vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Campus FM et à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci Anxio. Merci à vous, c'est grave cool. Bisous. Bisous.